Bien, si nous voulons revenir sur les principaux aspects inacceptables du traité budgétaire, nous devrons consulter le peuple français, exactement comme Tsipras l'a fait sur le mémorandum. Sauf que moi, ce n'est pas sur un mémorandum que je propose qu'on vote, mais sur le fait qu'on sorte d'un certain nombre de dispositifs européens. Et on fera des remarques de bon sens. On va leur dire, écoutez, avant qu'il y ait l'euro, avant qu'il y ait votre magnifique traité budgétaire, avant qu'il y ait votre sublime politique économique, qu'est-ce qu'on faisait? On faisait Airbus. Et vous nous en parlez sans arrêt d'Airbus. Sauf qu'avec les règlements actuels, on ne pourrait pas faire Airbus. Parce que Airbus a reçu des avances sur recettes pendant des années. Et de la même façon, on a fait la fusée Ariane. Vous êtes là, hein, à faire des gargarismes avec la fusée Ariane, la fusée européenne, parce qu'il y a des décalcomanies de tous les pays collés dessus. Ah, ça vous plaît d'en parler, sauf qu'on n'aurait pas fait la fusée Ariane avec le traité budgétaire actuel, parce que la société qui a produit Ariane a bénéficié d'avances sur recettes. Et aujourd'hui, c'est 50% du marché mondial des satellites. Vous voyez, mes amis, mes camarades, ce que j'essaye de vous dire, c'est que notre approche des problèmes n'est pas une approche purement idéologique, même si nous avons des raisons idéologiques d'être en mouvement. C'est une approche rationnelle. Leur machin ne marche pas. Très bien. Alors on leur explique ça. Ça dépend de qui va l'expliquer, hein. Il y a des gens qui sont plus ou moins crédibles quand ils élèvent la voix. Il y en a qui ont un cœur de mouton, et c'est pas fameux parce que ça se voit, on les entend bêler de loin. Et puis d'autres qui sont faits d'une autre trempe. À partir de là, il y a deux attitudes possibles. La France est le deuxième territoire, la deuxième population, et bientôt la première population du vieux continent. Ou bien on discute raisonnablement avec la France, ou bien on a décidé de l'offenser. Je sais parfaitement bien qu'il y a dans le gouvernement allemand de Mme Merkel, de la CDU-CSU, un parti qui travaille à cette idée très géopolitique, qu'en poussant tout le monde à bout, et en particulier en poussant la zone euro jusqu'à l'explosion, de manière à en éjecter ce qu'ils appellent le Club Med. Le Club Med, c'est les pays de la Méditerranée. Voyez l'arrogance de ces petits prétentieux d'appeler le Club Med. Qui est le Club Med, je vous prie? La France, seconde économie du continent. L'Italie, troisième économie du continent. L'Espagne, quatrième économie du continent. Autrement dit, les bureaucrates de la CDU-CSU de Mme Merkel considèrent comme le Club Med leurs principaux concurrents sur le territoire de l'Europe. Voilà la vérité. Et ces gens-là se sont mis dans la tête que s'ils faisaient exploser la zone euro, alors ils reconstitueraient une zone marque, peu importe comment elle s'appellerait, faite d'un côté des esclaves et des supplétifs qui viendraient des pays de l'Europe de l'Est, et en particulier de l'Ukraine, où l'on peut payer un travailleur à 100 € quand un Chinois coûte 130, et qu'avec cette masse de main-d'œuvre à bas prix, dont on assemble les pièces ensuite en Allemagne, cette Allemagne serait encore plus forte pour être une puissance exportatrice. Et ils le pensent d'autant plus fort et avec d'autant plus de virulence qu'ils sont en train de préparer le grand marché transatlantique, l'accord TAFTA, qui devrait unir les États-Unis d'Amérique à la zone commerciale de l'Europe, et que dans cette union, naturellement, les uns tireraient mieux leur épingle du jeu que les autres. Les grandes sociétés de la chimie industrielle allemande, les producteurs de voitures, de machines-outils, les fermes des 1000 vaches et toutes les autres horreurs, comme la lignite qui empoisonne toute l'Europe, et ainsi de suite. Par conséquent, je vous demande bien à chacun de comprendre ceci. Ne limitez pas le débat à la question de l'euro. Il faut que vous fassiez de la géopolitique, que vous preniez tous les aspects du problème en même temps. Comme on vous l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément simple. Vous devez prendre tout ça en même temps pour comprendre que l'euro est en quelque sorte le point d'aboutissement, l'endroit où se nouent les petits fils qui mènent au traité budgétaire, au mécanisme européen de stabilité budgétaire, à l'OTAN et à l'alliance militaire avec les États-Unis d'Amérique, à TAFTA, tout ça étant tout. Ce n'est pas l'euro dont il faut sortir, c'est de la camisole de force globale dont l'euro est la fermeture éclair. Et pour ça, peut-être que je vais décevoir quelques-uns d'entre vous. Ne m'en veuillez pas. C'est mon travail, c'est mon devoir de me dire comment je m'y prendrais si c'était moi qui devais le faire. Et je ne me vois pas comme un professeur d'université en train de faire ses cours, qui est une activité extrêmement importante, mais où l'on dit des choses qui peuvent rester abstraites.
Il s'agit de mener un grand peuple de 65 millions de personnes dont l'implication politique peut changer l'histoire de l'Europe. Si nous, les Français, nous décidons d'agir autrement à l'égard de l'Union européenne, nous devons le faire en ayant une proposition qui permet à tous les peuples de sortir par le haut, parce que notre voix est puissante et nos moyens sont puissants. Tout à l'heure, Yanis a bien parlé, il dit qu'il faut faire assez peur pour plus avoir besoin de faire peur. Nous, on est au courant, on a un système qui s'appelle la dissuasion nucléaire. Personne n'a envie d'appuyer sur le bouton, je vous le garantis. Mais il vaut mieux que tout le monde croie qu'on en est capable. Parce que c'est à ce prix-là que personne ne nous agresse. Eh bien, nous devons avoir ce comportement qui commence par des propositions raisonnables, celles que je vous ai faites, et qui n'a pas peur, si on lui dit non, de dire dans ces conditions, nous ne serons pas autre chose qu'un peuple libre. C'est ça le plan B. Et sur le plan B, vous le savez, il y a des thèses différentes. Maintenant, il faut les discuter. Voilà ce grand moment qu'est cette fête de l'humanité. C'est que pour la première fois depuis tant de mois, j'ai envie de dire tant d'années, alors qu'il existe des structures, bien sûr, et je veux les féliciter du travail qu'elles font, comme le parti de la gauche européenne, mais tout le monde n'y est pas, il en manque. Et puis, nous n'avons pas su nous coordonner. Je vais vous dire, c'est très dur de se coordonner une fois qu'on est au pouvoir. Vous vous en doutez tous. On ne peut plus se téléphoner. Vous savez pourquoi on ne peut plus se téléphoner? Parce qu'on est écouté. Je ne peux pas téléphoner à Varoufakis, ministre de l'économie, lui dire « Alors, ça y est, tu as prévu le Grexit? Tu as prévu la monnaie en bis ?» Alors il me répond « Oui, oui, t'inquiète pas, n'aie pas de souci, on a tout prévu, il y a tant de millions. » Bien sûr que non, on ne peut pas s'envoyer de mail. Si bien que nous voilà revenus au temps des pigeons voyageurs et des porteurs de nouvelles. C'est donc d'une autre manière qu'il faut se préparer. Il faut se préparer psychologiquement à tenir bon, à ne pas céder, à ne pas avoir peur, à être rempli du sentiment de la puissance que nous incarnons du fait de notre nombre et de notre savoir-faire. Il faut être plein de la force que nous n'avons pas peur de la révolution citoyenne. Nous n'avons pas peur de déclencher des phénomènes qui traverseront toute l'Europe par notre propre énergie. Il ne faut pas avoir peur, il faut avancer, 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 avancer encore. C'est ça le plan B, on ne cède jamais. Bon. Cette fois-ci, ça y est, vous avez tout compris. Eh bien, on se retrouve, on se parle. C'est un moment pour moi important. La politique, c'est fait de rencontres humaines. Ne croyez pas ceux qui vous disent, comme à l'ancien temps, cette politique désincarnée, impersonnelle. On ne disait jamais « je », on disait toujours « on ne disait jamais « nous », on disait « le parti ». Et on avait raison, on avait le cœur qui augmentait parce qu'on se sentait fort de tout ça. Mais on sait bien qu'avec des méthodes pareilles, à la fin, on finit par oublier à qui on parle. On ne voit plus que des pions, des numéros, des nombres. Il est important de rencontrer des hommes qui ont l'expérience du refus. C'est très important que ces deux-là aient l'autre. Oscar Lafontaine. Quand il a fallu quitter le Parti socialiste et fonder le parti de gauche avec des camarades qui d'ailleurs n'y avaient jamais été, je suis allé voir à de nombreuses reprises Oscar Lafontaine. Je vais vous dire, pas seulement pour parler de politique, pour parler entre hommes. Qu'est-ce qui allait se passer? À quoi je devais me préparer? Qu'est-ce qui allait m'arriver? Comment je serais traité? Et je vais vous dire qu'il y avait toujours plusieurs hypothèses dans la bouche d'Oscar. Et voici ce que j'ai à vous dire. Ce sont toujours les pires qui se sont réalisés. C'est-à-dire que pour les mauvais traitements, ils ont fait ce qu'il fallait et longtemps. Mais moi, je me suis toujours senti fort, et vous, sans doute, je le pense aussi. Et maintenant, plus fort encore, 4 années après, depuis que nous avons réuni 4 millions de personnes autour des idées essentielles que nous défendons. Et nous nous sentons forts de la décision du peuple. L'autre jour, je lis le journal, ce qui ne m'arrive pas si souvent que ça, parce que c'est très contrariant. Je lis les Échos pour savoir ce que pensent les capitalistes et les affaires, et je lis l'Humanité pour être sûr de ne pas rater un seul conflit social dans le pays et participer au débat qu'il y a là. Les autres, ça dépend des jours. Si je suis de bonne humeur, je les lis tous. Si je me sens un peu patraque, je ne les lis pas parce que l'acide passe sous l'armure. Et je ne suis pas très d'accord avec les caricatures que je vois de moi. D'abord, il me faut plus gros que je suis. Et souvent, ils me font dire des choses qui ne me conviennent pas. Mais quand même, je mets de l'humour avant de vous lire 2 lignes. Je vous ai dit que le problème de départ de cette Europe, c'est qu'elle a rompu avec la démocratie et l'expression des peuples. Tout ce que je vous ai montré
Ça a consisté à mettre un derrière l'autre la preuve que les décisions se prennent sans et contre le peuple. Ce n'est pas pour rien que nous avons inventé le mot d'Europe austéritaire. Dans austéritaire, il y a austérité et totalitaire. Parce que c'est un régime totalitaire que celui qui rentre dans votre vie privée décide que vous ne mangerez pas ceci, que vous ne mangerez pas cela, mais que vous passerez par-ci ou par-là. Oui, la différence entre l'autoritarisme et le totalitarisme, c'est cette entrée dans la vie privée des gens. Le système est entré dans votre vie privée pour vous mortifier. Bien. Eh bien, voilà le président que vous avez. Voilà ce qu'il déclare dans ce journal à un dîner de la presse. Il dit « Les électeurs votent même quand ils ne comprennent pas. » Il faut dire que vraiment vous ne comprenez rien, on vous dit de voter oui et vous votez non. Les électeurs votent même quand ils ne comprennent pas, dit François Hollande. Et quand ils votent, on ne les comprend pas toujours. Alors vous votez non, il a mal compris, c'est oui. Vous votez renégociation des traités budgétaires, il a entendu, ça boum avec le traité budgétaire, ça roule, pas d'histoire. À partir de là, je vais achever en vous citant Zoé Constantopoulou. C'est la présidente du Parlement hellénique. Zoé, comme Yanis et tous les camarades, ont tous un air très sérieux, avec plus ou moins d'ironie, mais tous sont traversés par une terrible blessure. Les voilà au pied d'un mur qu'ils n'avaient pas envie de voir, celui où les camarades sont pris à contre-pied, celui où l'on a dû signer alors qu'on avait dit qu'on ne le ferait pas, celui où l'on sait qu'il ne faut pas donner des leçons et que, bien sûr, on ne peut pas dire que Syriza a maintenu. Et la droite, c'est la même chose, parce que ça n'est pas vrai, ce serait stupide de le dire. Mais qu'en même temps, on ne peut pas aller beaucoup plus loin dans cette voie, parce que les camarades de l'Unité populaire ont commencé une résistance, et cette résistance, nous nous sentons proches d'elle. Pourquoi? Parce que nous sommes fidèles au programme et pas aux personnes, parce que nous croyons aux idées et nous ne sommes pas dans le culte des personnes. Alexis Tsipras est notre ami, mais nous ne sommes pas les clients d'Alexis Tsipras, nous sommes les partisans du programme d'Alexis Tsipras, celui sur lequel il a été élu et celui sur lequel le peuple grec a voté non, contre le mémorandum. Zoé, mes camarades, a comme les autres dû se décider. Vous savez, Syriza, c'était au moins aussi volcanique que le Front de gauche. Un peu plus peut-être parce que nous n'étions que 9 partis dans le Front de gauche, tandis qu'eux étaient 16. Je ne sais pas comment ils faisaient. Quand je vois à 9 ce que ça donne. 16, ils finissent par faire un parti commun. Et, bon, c'est la rupture. Les camarades d'Unité populaire partent. Yanis dit, je comprends ce que vous faites, mais il n'a pas envie de prendre parti dans une bataille fratricide. Il prend parti par rapport à un programme. Et le voici qui est là avec nous sur le programme du plan B pour en discuter et en parler. C'est un noble parti que le parti du plan B. Et Zoé, elle décide qu'elle sera candidate. Elle avait l'intention d'être là. Elle va être candidate. Elle n'est pas membre de l'Unité populaire, mais elle sera avec eux. Elle est la présidente du Parlement. Camarades, elle est traitée d'une manière abjecte. Pas seulement parce qu'elle est de gauche, mais parce qu'elle est une femme. Et on en rajoute. À nous, les hommes, on nous présente comme des bêtes. La barbe hirsute, la bouche ouverte, les crochets en avant, les yeux injectés de sang, comme le grand Jaurès avant moi, et comme moi après lui, et quelques autres au milieu. Mais quand ce sont les femmes, c'est pire, parce que ce sont des bêtes, elles aussi, mais elles sont mises en cause par leur genre, par leur sexe. Zoé est traitée d'ourang-outan mal baisé, dans la presse grecque. Il y a des rubriques à la télévision. Il y a des rubriques à la télévision qui s'appellent « Les délires de Zoé », où évidemment on trouvera toujours un instant où elle ouvre la bouche, un instant où elle se fâche, comme le fait tout être humain, au bout de ses forces, dans des situations aussi compliquées que celle de la Grèce. Eh bien, le message de Zoé, ça n'est pas de vous demander de verser des larmes ni d'exprimer une compassion. Voici le message de Zoé, il tient en une phrase, et nous nous quitterons sur ces mots. Écoutez bien, vous autres, vous tous, vous êtes responsables de tenir le serment de Zoé.
Chacun et chacune a le droit et le devoir de résister. Redis-moi tes mensonges.